Bonjour Florence. Bonjour. Bien sûr, restons dans les bonnes convenances. Hein. Bonjour Arthur. Bonjour Monsieur le député européen. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans quel mois. Nous allons évoquer bien sûr l'événement qui a bouleversé ce mois et qui à mon avis bouleversera l'année hein, et qui peut-être même restera inscrit dans l'histoire comme un événement déterminant. C'est le drame de Crépol, l'assassinat, le meurtre de Thomas. Qu'est-ce que ce drame vous inspire, Florence, Arthur? Attention, pas de récupération. Hein. Oui, c'est ça. On ne récupère pas. Non, mais vous allez... on va évoquer ce drame, mais vous ne devez pas faire de récupération. Hein. Non. Mais c'est bien ça le problème, en fait. Donc ça veut dire qu'on ne devrait pas en parler, quoi. On ne devrait rien dire. On ne devrait rien Jamais dire. rien. On devrait se taire C'est cette en machine, permanence. On ne devrait parler que des crimes commis par des Bretons, Voilà. par des Auvergnats, par des Languedociens. Oui. Enfin, comme on s'en fout de leur censure, on va en parler. Hein. Oui. Alors, qui On commence? est là pour ça. Florence, Ah. peut-être. Allez. Voilà. Mais vous l'évoquiez, il y a tout ce vocabulaire, ce cafouillage sémantique qu'on retrouve, mais maintenant systématiquement, dès qu'il y a ce qu'on appelle un fait divers. Voilà. Et d'abord, qu'est-ce que c'est un fait divers? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un fait divers? Quand il se multiplie, je pense qu'on peut vraiment parler de faits de société. Voilà. Mais on va vous dire que... Mais quelle différence entre quelle différence entre un fait divers et un fait de société? Je pense qu'il y a un phénomène de masse à un certain niveau, comme le dit très bien Florence. On peut même plus à ce niveau-là, c'est même plus des faits divers. Enfin, d'ailleurs, je trouve ça assez... Mais la prise de la Bastille, par exemple, c'est un fait divers. Non, ça a quand même eu des répercussions. Ça devient... Ça a eu des répercussions après historiques. La preuve, c'est que Louis XIV marque dans son carnet rien. Rien, le 14 juillet, oui. Oui. Rien, bon. Oui, Et il pose la question, c'est une révolte, et on lui répond, non, sire, c'est une révolution. Non, mais je veux dire que c'est l'histoire qui donne, sauf erreur de ma part, hein, qui donne du sens aux faits divers. Oh, la répétition aussi, 120 coups de couteau. Mais voilà, mais donc il y a des faits ordinaires, Oui. et il y a des faits qui ne sont pas ordinaires. Bon, oui. L'assassinat de Crépol, c'est un fait qui n'est pas ordinaire. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, mais... Vous êtes d'accord ou pas là-dessus? Oui, non, mais ça, oui, mais c'est-à-dire que ça se multiplie. On a déjà eu ça plusieurs fois également avec l'assassinat de la pauvre petite Lola, qui est également quelque chose qui... Alban Gervais. Alban Gervais. Voilà, des meurtres qui sont la cause, pour certains, de personnes issus de l'immigration ou immigrés. Le problème est là, qui n'avait rien à faire pour certains sur le territoire français. Le problème, voilà, c'est là toute la difficulté de la chose et pourquoi ces meurtres, pour certains, auraient pu être évités. D'accord ou pas? Pour le coup, je suis d'accord avec vous. Donc, par contre, voilà, moi, ce qui me dérange un petit peu dans cette répétitivité, c'est, on l'a dit il y a quelques instants, ce vocabulaire qui ressort. Alors, il ne faut surtout pas parler de rixes. Hein, c'est une bagarre de village. Mais c'est le procureur qui a commencé par parler de rixes. Oui, mais enfin, après, il a parlé de règlement de compte. Voilà, mais enfin, les journalistes... Et maintenant, on parle d'assassinat en bande organisée. Voilà, bon, enfin, bref. Oui, on voit la progression. Hein. Les journalistes ont fait leur choix. Et qu'est-ce que sera le prochain stade? Est-ce qu'ils oseront parler un jour de razzia, peut-être? C'est pas une catégorie juridique, ça. C'est pas une catégorie... Oui. Pas encore. Non, mais toute la difficulté est là, de mettre en lien la justice et les médias. Enfin, voilà la question sur laquelle je voudrais qu'on débatte, parce qu'enfin, c'est quand même ce qui préoccupe tout le monde, et c'est là-dessus que je veux vous lancer. C'est que, on a peur de dire quoi? Eh bien, la vérité. On a peur de dire quoi? Quand on entend Dupond-Moretti qui ferait mieux de se terrer en se taisant, vu les ennuis judiciaires qu'il a, reprocher au RN sa récupération, on utilise cette rhétorique de la récupération. Pourquoi? Voilà, le débat il est là. Allez-y, bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Florence. Mais pour masquer son impuissance. Voilà, son impuissance politique. Mais impuissance de l'État. Impuissance de l'État, Gérald Darmanin a parlé d'ensauvagement. Oui. Voilà, ça fait 3 ans qu'il constate. Ça, c'est un terme qui remonte à Chevènement. Hein. Oui. Comme quoi, il y a du... Et ça se renouvelle peu dans le vocabulaire politique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ensauvagement? On a l'impression que c'est une espèce de force surnaturelle qui plane sur la France. Et voilà, la France s'ensauvage, on ne sait pas pourquoi, c'est un phénomène... Et c'est pas de l'ensauvagement, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie, c'est un terme gentil, ensauvagement. Non, vous croyez pas? Si, mais vous êtes d'accord sur ce terme ou pas?
Oui, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, ça voudrait dire que ça devient des sauvages. Mais est-ce qu'un sauvage, ce n'est pas le contraire d'un être humain? Ce serait déshumaniser les personnes en face. Je ne crois pas que ça soit entendu comme ça. Oui, vous avez raison de le définir de cette manière-là. Vraiment, je prends la langue française. Mais je ne crois pas qu'on l'entende comme ça. Le terme d'ensauvagement, ça a un côté un peu léger quand même. Hein. Je trouve ça fort, personnellement. Oui, si on le ramène à l'étymologie, oui. Mais est-ce que les gens l'entendent comme ça? Enfin, ce qui est certain, c'est que l'ensauvagement, comme je disais, il ne vient pas de nulle part. Donc, il prospère sur quoi? Donc, il prospère sur la crise de l'autorité. Cette crise de l'autorité, pour moi, elle est partout, à l'école, dans la rue, dans les tribunaux. Voilà ce qui nous mène à cet ensauvagement dont Darmanin se contente de constater le tournant, mais toujours sans donner d'explication. Elle repose également sur la peur et l'impuissance de l'État. Ils ont peur de quoi? Ce que vous me demandiez il y a quelques instants. Par exemple, Darmanin a peur de donner les noms. Il a peur de donner les noms. Je le cite. Sorti d'un conseil des ministres, c'est le Figaro qui rapporte ceci. Ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Confie après coup Gérald Darmanin en soupirant. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Oui, parce que les noms vont sortir, bien évidemment. Oui, à un moment, ça finira par sortir. Il y a eu quelques témoignages. Et puis entre nous, c'est quand même gonflé de ne pas vouloir donner les noms alors qu'on les arrête au moment où ils tentent de fuir vers le Maghreb et vers l'Espagne qui est la route vers le Maroc. C'est objectivement se moquer du monde. Oui, mais les Français ne sont pas dupes à mon avis. Hein. Mais pourquoi l'État? Pourquoi Darmanin? Pourquoi Dupond-Moretti? Pourquoi la Première ministre? Pourquoi les journalistes, Gattegno, BFM TV, pourquoi LCI, pourquoi Ouest France, pourquoi tous ces journaux cherchent-ils à cacher la sonorité identitaire de ces... Il n'y a pas de racisme à dire la vérité. Non, mais c'est la peur de faire monter l'extrême droite. Vous voyez, vous avez utilisé le bon mot, identitaire, parce qu'ils savent que la réaction peut être identitaire. Dans le meilleur des cas, cela peut être une réaction dans les urnes. Dans le pire des cas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, mais est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont empêcher le problème parce qu'ils ne le nomment pas? Ils mettent la poussière sous le tapis. On a l'impression que c'est une espèce de mécanique. On est rentré dans une mécanique politique. Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Vous pensez-vous que c'est une mécanique politique, médiatique? Les gens continuent à voter pour eux. Et l'ensemble... Ils continuent à gagner. Emmanuel Macron a été réélu. C'est des problèmes qui ne datent pas d'hier. Emmanuel Macron a été réélu après François Hollande. C'est des problèmes qui ne sont pas nouveaux. On les connaît et les gens pourtant continuent à voter pour eux. Donc ils consentent à cela. Et parce que certains continuent cette mécanique politico-médiatique. C'est la logique de l'urne. Voilà. Vous pensez qu'il y a encore des gens capables de croire à l'argument de la récupération? Oui, moi aussi. Ouais. Il y a des gens qui, dans leur foyer, doivent se dire « Oh, c'est quand même pas bien, Marine Le Pen. Elle a parlé du drame de Crépol en laissant entendre que ce pouvait être des étrangers. » Non, mais regardez... Ou des Français qui trouvent refuge en fuyant au Maghreb. Non, mais regardez, même les familles de victimes utilisent ce terme de pas de récupération pendant la marche. Oui, c'est vrai, on voit du reste... On ne sait pas dans quelle mesure... Voilà, on voit du reste le sort qu'on a réservé à ce pauvre Jardin, le père de Nathalie, qui lui n'a pas joué le jeu. Non. Donc les victimes, en fait, sont priées de se taire, ou alors de marcher. Oui. Ou d'allumer des bougies. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'en ai marre des marches blanches et je ne vois pas à quoi ça sert. Non, je pense qu'il ne se passera une fois de plus, même s'il y a des manifestations, des marches blanches, je pense qu'une fois de plus, il ne se passera rien. Et j'ai peur que le meurtre de Thomas soit un meurtre en plus, un mort en plus, voilà, qui n'apportera pas de véritables conséquences. Est-ce que même il y aura des conséquences juridiques? Est-ce que quelqu'un osera proposer une loi? Est-ce que le gouvernement fera quelque chose? J'en doute fortement. Et puis encore une fois, c'est le silence qu'on impose aux Français, aux familles de victimes. Regardez ce qu'a déclaré Borne. La manif de Lyon qui a été interdite. Oui, voilà. Oui, il y a des manifestations. Au motif encore de l'extrême droite. Voilà. Oui, de la récupération. Borne même la préfecture, je crois, utilisait le mot récupération. Oui. Mais Borne qui appelle à la défense. Et qui ajoute, utiliser ce drame, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Puis c'est toujours le même vocabulaire, parce que souvenez-vous,
après la mort de la petite Lola, le meurtre plutôt de la petite Lola, Borne avait déjà appelé à faire le choix de la dignité, toujours les mêmes mots, ne pas utiliser la mort d'un enfant, etc. Et quand c'est Naël, il y a une minute de silence à l'Assemblée nationale. Non, puis surtout, où est-ce qu'elle était, Madame Borne, pour dénoncer en fait les émeutes après la mort de Naël? Est-ce qu'elle a appelé la dignité à la décence? Non. On a vraiment l'impression qu'il y a absolument pas le même traitement pour les victimes, quoi. Ça devient odieux. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que des gens marchent encore là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'était indécent. Oui, c'était. Mais l'indécence, ce serait de se taire. Elle appelait à la décence. Non, mais l'indécence, ce serait de se taire. Comme ils le font eux. Vous avez vu, vous, des manifs de gauche pour défendre la mémoire de Thomas? Non, on a eu effectivement Mélenchon qui s'est beaucoup exprimé sur ce jardinier là. Oui, parce que ce qui est dramatique. Tout à fait normal. Enfin, je veux dire, mais pour le coup là, est-ce que c'était pas davantage entre guillemets? Non, mais c'est bien. Non, mais c'est dramatique. Le drame du jardinier est dramatique aussi. Il faut le dire. Il faut condamner le comportement criminel. Mais on n'est pas dans la même configuration statistique d'abord. Déjà, il n'y a pas eu de mort. Ensuite, il n'y a pas eu de mort. Le mode et enfin, le contexte n'est pas le même. Non. Même si c'est odieux. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un acte raciste. C'est clair, c'est un acte raciste qu'il faut dénoncer, condamner. Bon. Acte raciste, de l'autre côté, je crois que les jeunes qui sont venus attaquer le bal ont dit on est là, je crois, pour tuer des blancs. Pour planter du blanc. Pour planter du blanc. Oui, il y a des témoins qui l'ont rapporté. Et vous avez Gattegno, l'inénarrable Gattegno, qui le met en doute, vous voyez, c'est ça qui de quel droit se permet-il de mettre en doute ce que dit un témoin? Non mais il n'y a personne sur le plateau, je crois que c'était sur la 5, il n'y a personne sur le plateau pour lui dire mais monsieur, vous êtes en train de mettre en doute la parole d'un témoin. Non. Et puis cet avocat, mais des gens les écoutent. Cette avocate là qui évoque un possible délit de faciès, de sale gueule, oui. C'est ça. Alors, mais à supposer qu'elle ait raison, ce qui est évidemment pas le cas, je le dis tout de suite, ça justifie un coup de couteau? Non. Ça justifie des coups de couteau, des doigts coupés, un mort? Mais personne ne le lui a dit sur le plateau, ça? Non. Mais vous remarquez à quel point il n'y a plus de riposte sur les plateaux? Ça devient... Non mais, on a l'impression qu'on nage dans le formol, quoi. Oui, c'est une anesthésie. C'est toujours les mêmes qui sont là, qui viennent dire les mêmes choses. Alors, il y a la caution de droite, il y a la caution d'extrême droite, la caution de gauche, le fameux Pablo, là, qui confond Crépol. Il est très, très à gauche, je crois. Avec la guerre des boutons, oui. Non, mais lui, à mon avis, les boutons qu'il a, c'est de l'acné juvénile, parce que qu'est-ce qu'il est infantile, mon Dieu. Bon. Non, mais vous avez vu, il y a des jeux de rôle, bon. Il y a le présentateur, et puis on a le zéribi de service, dont on planque le casier, qui n'est pas encore définitif, il faut bien le dire. Vous l'aimez bien, celui-là. Il a fait un pourvoi. Non, je l'aime pas du tout. Parce qu'il a fait un pourvoi en cassation, bon, voilà. Non, mais on est dans un environnement qui est complètement abrutissant, quoi. Mais ça se répète. Et j'ai très très peur que dans quelques jours, une nouvelle actualité arrivera et qu'on ne parlera plus de Thomas, comme on ne parle plus aujourd'hui de Lola. Alors qu'est-ce qui va arriver? La guerre civile, non? Moi, j'ai peur de la guerre civile. Moi, j'y crois très moyennement. Moyennement. J'ai l'impression que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les gens annoncent qu'il se passera quelque chose, que ça y est, l'étincelle va s'allumer, que le nœud gordien va être tranché. Regardez en Irlande quand même. En Irlande, ça bouge. Oui, ils manifestent. Oui. Moi, j'évoquerai juste cet essayiste là qui s'appelle Driss Ghali, qui quand même évoque à propos du drame de Crépol quelque chose un mode opératoire qui rappelle les années 50 en Algérie, quoi. Donc bon, c'est pas parce que du jour au lendemain, effectivement, on va pas. C'est dans le Figaro, ça, je crois. Oui. Voilà, c'est pas parce que du jour au lendemain, effectivement, on va se dire oui, non, la guerre civile, là, c'est pas possible. Mais enfin, regardez tout ce qui se passe dans les banlieues. Enfin, c'est des territoires de non-droit. On n'a pas le droit d'y entrer. Enfin, on n'a pas le droit d'y entrer qui veut.
Enfin, je sais pas. C'est quand même, ces émeutes cet été. Voilà, si ça, c'est pas des prémices de ce qui s'annonce. Voilà. Non, historiquement, c'est vrai. Historiquement, c'est vrai. Il y a des faits qui pourraient être. Ah non, c'est pas historique ce qu'elle dit. C'est réel. Non, mais l'analogie historique, je parle avec. Non, mais il y a pas Florence. Si, avec l'Algérie. Avec l'Algérie, ah oui, précisez-le. À l'ensemble, plusieurs conflits qu'on peut qualifier de guerres civiles qui ont pu éclater au cours du XXe siècle. On va rester au moins le XXe siècle en Europe ou même dans le monde. Il y a des faits qui ressemblent. Mais après, de là à en arriver en France. Mais attendez, dans l'histoire récente, on va dire du 19e et du 20e siècle, quels que soient les bouleversements survenus, personne n'a vu venir le moment de la guerre civile. Oui, bien sûr. Personne. Hein. Non. On est d'accord ? Non, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Hein, voilà, vous ne saurez ni le jour ni l'heure, absolument, oui. Mais moi, je pense que Florence a raison. Oui, mais moi je ne contredis pas son idée. Vous avez dit le contraire. Ah non, vous avez dit le contraire il y a quand même. Non, je ne contredis pas. Ça pourrait arriver, mais on ne sait pas. Vous êtes optimiste. Non, mais ça pourrait arriver comme ça ne pourrait pas arriver. Il ne pourrait absolument ne rien se passer. Vous allez rejoindre Macron. Vous êtes dans le formol aussi. Non, je suis désolé, mais tout à l'heure, vous avez été catégorique pour dire il n'y aura pas de guerre civile. Non, j'ai pas dit qu'il n'y aura pas. J'ai dit après cet événement-là. Je pense pas que dès demain il y aura et pourquoi une guerre civile. Il faudra bien un jour un événement qui déclenche la guerre civile. Ça pourrait être celui-là. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on y est déjà en guerre civile quand vous voyez. Mais la guerre civile larvée, mais il se passe absolument rien. Mais avant qu'on arrive au moment climatérique, pour employer le terme pédant et scientifique, où il y a l'explosion, toutes sortes d'événements avant-coureurs forcément le signal. Et là, quand même, Florence nous donne quelques signes avant-coureurs qui sont plutôt alarmants. Oui, bien Moi, sûr. je pense qu'on ne va pas vers la guerre civile, je pense qu'on est en guerre civile. Mais elle est à bas bruit. Elle est à bas bruit. Oui. Et il suffira d'un événement, et à mon avis, c'est ce qui fout la trouille à ce gouvernement. Il suffira d'un événement pour que ça explose. Alors, ça aurait pu être Crépol, ça peut être Crépol. C'est pour ça qu'ils ferment les écoutilles partout, ils mettent des sourdines partout, sur le porte-avions des mots, ils lâchent toutes les formules qui peuvent assourdir le réel. Bon, mais il n'empêche que ça se voit. Oui, d'ailleurs, on l'a vu dans le comportement de Macron vis-à-vis de la marche contre l'antisémitisme. Cette espèce de... Pardon. Voilà, de en même temps, dans cette analyse du conflit israélo-palestinien. Il a peur, on lui a conseillé, voilà. Je crois que c'est M. Bellatar qui lui a conseillé de ne pas y aller. Vous n'avez pas l'impression que Macron il perd complètement le contrôle? Bon, en tout cas, il aura quand même tout eu dans son quinquennat. C'est 2 quinquennats. Non, mais... Enfin bon, attendez, si on prend l'histoire, quand même. Oui. Clémenceau a eu la guerre de 14-18. Hein. Oui. Bon, faut quand même... Puis il a mis du temps quand même à réagir encore une fois à ce qui s'est passé à Crépol, et en mesurant ses mots. Voilà. Non, mais non, je ne sais pas. Est-ce que ce sera le dernier président de la Ve République moi je pense, oui. Écoutez, je vous pose la question, à vous d'en débattre. Vous n'avez pas l'impression que cette République, elle est exsangue? Moi, je pense même pas que c'est la République, c'est l'action politique. La République, comme elle a été. France, quand on est, exsangue, on a 3 000 milliards de dettes, je crois, des prélèvements qui explosent. Les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Non, mais on est sur un baril de poudre. On est sur un bateau qui coule, en fait. Plutôt, je crois. On dirait le Titanic. Le Titanic. Ouais, mais on regarde. Voilà. Il y a excusez, mais il y a une très belle phrase de Voltaire dans une de ses correspondances où il dit, mais il me fait penser à cet homme qui, tombant du 20e étage, dit à chaque fenêtre, pourvu que ça dure. Oui. Il y a un moment donné où le sol est là. Hein. Mais après eux le déluge. Macron, c'est son dernier mandat. En logique. Alors vous avez vu qu'ils veulent une présidence européenne. Hein. Oui, voilà. Ouais, donc il y en a quelques-uns qui vont chercher à se recaser. Hein. Ouais. Bon, traités qui doivent encore être négociés par le Conseil, mais en effet, oui, bien sûr. Au Parlement européen, cette semaine, on a vu apparaître le titre de président de l'Union européenne. La Commission est renommée en l'exécutif de 15 membres, 15 secrétaires. 15 secrétaires. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir aux États-Unis, un secrétaire, plus un secrétaire d'État, un secrétaire européen aux affaires étrangères et un autre à la gouvernance économique.
Ça me rappelle un peu ce qu'on peut voir Ah oui, outre-Atlantique. ils sont en train de nous préparer un coup d'État. Non, un coup d'État, coup d'État européen. Un coup d'État européen, oui. Communautaire. Communautaire, oui. Mais l'Europe n'étant pas un État, ce sera une catégorie propre. Je vous dis que tout cela va mal finir. D'accord ou pas? Bah oui. Oui, déjà, on n'est pas bien, donc on voit pas comment ça peut mieux aller. Bon, on essaie de garder le moral quand même. Vous avez d'autres choses à ajouter là pour il y aurait tellement de choses à dire. Non, je sais pas, on peut peut-être débattre à l'occasion de nos cartes blanches. Oui, à l'occasion de cartes blanches. C'est l'heure des cartes blanches. Alors, c'est Florence. Allez. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Si vous me permettez, je vais essayer d'être rapide, mais j'aurai 2 cartes blanches. La première, c'est par rapport à ces petits chanteurs à la Croix de Bois. Oui, c'était le 6 novembre, et donc ils ont ensoleillé la journée de ceux qui se trouvaient dans le métro. En chantant Douce France. Oui, il y en a qui ont trouvé ça réac. Alors justement, oui. Alors, ce qui est incroyable, mais ce qui traduit bien effectivement ce dont on parlait il y a quelques instants à propos de cette fracture dans la société, cette guerre civile qui couve, ça a provoqué un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, catho-intégristes, enfin bon, bref, je n'ai même pas envie de citer tous les propos qui ont pu être tenus. Moi, je voulais juste leur dire merci, merci pour leur amour de la France, leur amour de leur art. Et puis, il y avait une autre carte blanche que je voulais adresser à une jeune femme de 22 ans qui s'appelle Eden Nimri. Alors, Eden Nimri, nageuse de haut niveau, qui a concouru au niveau international pour l'Israël. Et puis, elle était surtout capitaine dans l'armée d'un commando d'élite, donc qui intervenait pour capter des renseignements avant et pendant les missions par le biais de drones. Et elle a été une des premières à combattre lors de l'attaque en fait des terroristes du Hamas. Et effectivement, elle s'est sacrifiée. Elle a combattu, elle était encore en pyjama. Elle a essayé de retarder les terroristes. Elle y est parvenue, donc elle a réussi à sauver quelques-uns de ses coéquipiers. Bon, malheureusement, elle a perdu la vie, elle s'est sacrifiée, et bon, je voulais lui rendre hommage au courage de tous ces soldats qui défendent leur nation, ouais. Et puis aussi avoir une pensée pour les otages, qu'on a beaucoup oubliés. Voilà. Ouais. Désolée d'avoir été longue. Non, mais c'est normal. Il faut le dire et le redire. Alors moi, je vais parler donc un peu de cette semaine noire électorale pour la gauche mondiale. Bon, bien que je pense qu'il faille plutôt se concentrer sur notre pays avant tout, ce n'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe ailleurs. En Argentine, d'abord, où contre un peu toute attente, le candidat dit anarcho-capitaliste Javier Milei a été élu, ce qui a causé une grande panique à gauche, même en France. Même si il a des positions parfois très originales sur certains sujets, dans un pays avec 140% d'inflation, peut-être que certaines de ces solutions économiques, en tout cas économiques, sont les bonnes. À voir si l'Argentine arrivera à se relever avec un tel candidat qui a fait très peur à l'ensemble de la gauche. Et également aux Pays-Bas où le parti dit, certains appelleront ça d'extrême droite, si le terme a une quelconque valeur, le parti de Geert Wilders est arrivé en tête, là aussi contre toute attente, déjouant tous les derniers pronostics, avec plus de 37 sièges. Ce sera également difficile pour lui de réussir peut-être à composer un gouvernement, ça va être très long, mais voilà, quelques peut-être notes d'espoir électorales, Arthur, en tout cas. Merci Florence. Faisons attention à ce qui nous vient d'Argentine. Oui. On a un pape. Oui. Qui ne s'entend pas très bien avec le nouveau président. En tout cas, voilà. C'est ce qu'on appelle en rhétorique un propos allusif. Et l'image à la Merci. tronçonneuse. Non, mais ça, à la tronçonneuse, c'est un peu oui. Oui, mais il est quand même économiste. Hein. Oui, bon, c'est 140% d'inflation. Non, mais il fait dans la rhétorique de l'image. Bon, on voit quand même bien que la question de l'immigration est au centre du débat. Élections, merci pour cette... On est obligé de respecter... Moi, j'ai l'œil sur le chrono. Hein. Oui. Merci pour quel mois? Au mois prochain. Et écoutez, bonne semaine et bon mois. Mais enfin, j'ai peur que ça ne soit pas le cas, vu l'état du pays. Merci à vous qui nous écoutez et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Oui, on a besoin de vous. Au revoir.
revoir. Au revoir. Vous cliquez sur la cloche, c'est ça, hein? Activez les notifications grâce à la cloche et n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter et bien sûr YouTube. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir.